Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes députée UMP bien sûr des Yvelines, ancien ministre du Budget et un des soutiens les plus proches de François Fillon pendant la guerre de l'UMP. On va en parler dans un instant pour avoir un peu la température à cette heure-ci. Mais d'abord, c'est à l'ancien ministre du Budget que je m'adresse. Est-ce que vous trouvez Gérard Depardieu assez minable ? Écoutez, moi, ce que je trouve surtout minable, c'est de chercher des boucs émissaires quand on est soi-même responsable d'une politique de matraquage fiscal qui conduit finalement à des conséquences désastreuses. Voilà. Alors, j'ai cité Jean-Marc Ayrault ce matin bien sûr. À la radio. Jean-Marc Ayrault parle de minable. Il devrait quand même faire lui-même son autocritique. La politique du gouvernement est désastreuse. La politique du gouvernement conduit à des décisions aussi regrettables que celle de l'exil fiscal. Mais je vais vous dire mieux. Je pense qu'on se focalise aujourd'hui sur l'exil fiscal des personnes physiques. Gérard Depardieu, parce que c'est visible. Mais il y a un exode fiscal qui est beaucoup plus sournois, qui est beaucoup plus dévastateur, qu'on va retrouver dans les chiffres du chômage, qui est l'exil aujourd'hui des délocalisations d'emplois. Et cet exil, il est lié au matraquage fiscal du gouvernement, il est lié à son absence de courage, à son incapacité à baisser ses dépenses, à son incapacité à faire des réformes. Et tout ça, écoutez, je suis désolée, je renvoie à Jean-Marc Ayrault son adjectif, c'est minable. On a l'impression que vous comprenez, alors vous vous excusez presque, non, ou Gérard Depardieu ou les autres exilés fiscaux. Absolument pas, j'ai dit que c'était regrettable. Et d'ailleurs, vous savez bien qu'en tant que ministre du Budget, j'étais moi-même à l'origine de ce qu'on appelait l'exit tax, qui permettait de taxer avant leur départ de France, tous les exilés fiscaux pour s'assurer qu'ils n'allaient pas vendre et faire des plus-values à l'étranger et échapper au fisc. Ça veut dire que le problème existait avant même l'arrivée de la gauche. Et que c'était une question et que vous l'aviez traitée et donc ça n'est pas seulement lié à la gauche. Non mais attendez, vous n'avez pas l'impression que ça s'accélère, Madame El-Krief? Vous n'avez pas l'impression que tous les jours apporte son lot de nouveaux exilés? Écoutez, moi, la semaine dernière, j'ai reçu un certain nombre de représentants syndicaux d'Alcatel. Parce que cette entreprise magnifique est dans ma circonscription, eh bien, je peux vous dire aujourd'hui qu'un certain nombre d'entreprises sont en train de délocaliser massivement des emplois. Et ils les délocalisent où? Dans les pays qui font des investissements d'avenir, dans les pays qui investissent dans les réseaux télécoms, dans les pays qui donnent du travail, dans les pays qui créent un environnement fiscal favorable aux entreprises. C'est lié à quoi? C'est lié à la compétitivité des entreprises, c'est lié à la stratégie d'investissement d'un gouvernement, c'est lié à son, à son comportement d'une manière globale vis-à-vis des chefs d'entreprise, vis-à-vis de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il y a une politique qui est faite, qui est une politique de matraquage fiscal sur les ménages et sur les entreprises, et nous en trouverons trace dans les chiffres du chômage de 2013. Alors vous savez que c'est une enquête de mon confrère Pascal Guimier, il a dit qu'il y a beaucoup d'exilés fiscaux anglais, allemands, aujourd'hui, parce qu'en fait tous les pays soumis à cette crise européenne, évidemment, augmentent leurs impôts et sont un peu obligés. Et vous l'auriez fait également si vous aviez été... C'est inexact. Si Nicolas Sarkozy avait été élu, non? C'est inexact, on n'aurait pas fait la même politique. Vous n'auriez pas fait les 75%, par exemple. On n'aurait pas fait les 75%. Mais est-ce que vous n'auriez pas augmenté quand même globalement les impôts? Les 75% sont quand même à l'origine du départ dont vous parlez. Il ne faut pas se cacher les choses. Que ce soit Gérard Depardieu ou toutes les grandes stars, si elles partent, c'est parce qu'il y a un taux confiscatoire à l'impôt sur le revenu. Sur les entreprises, le sujet est différent. Sur les entreprises, il y a une question de politique de compétitivité et d'environnement global de l'entreprise. Et ça veut dire qu'il y a un plan compétitivité qui a été adopté par le gouvernement et même par l'Assemblée. Vous n'y croyez pas? Vous trouvez qu'il est dérisoire? C'est une politique de gribouille. On ne peut pas augmenter de 10 milliards d'euros les impôts des entreprises dans le budget 2013 et ensuite expliquer qu'on va faire un crédit d'impôt sur les mêmes entreprises, toujours en 2013. Personne n'y comprend rien. J'ajoute que Jérôme Cahuzac n'a pas levé l'inquiétude des entreprises en leur disant vous allez avoir des conditions à remplir pour bénéficier du crédit d'impôt. Ces conditions, ne vous inquiétez pas, elles seront fixées par le gouvernement. Donc les entreprises savent que ce crédit d'impôt, soi-disant compétitivité, ça n'est pas une baisse des charges. C'est une usine à gaz technocratique on va leur demander de remplir un certain nombre de conditions pour l'obtenir. Revenons un instant. Aujourd'hui, vraiment, il y a une politique anti-entreprise qui est menée par ce gouvernement. Vous savez que la gauche reproche à François Hollande l'inverse. On lui reproche d'être un peu trop proche du patronat et de faire trop de sourires à Laurence Parisot.
Écoutez, vous les avez entendus, les syndicalistes? Écoutez, moi je ne regarde que les faits. Ce que je vois aujourd'hui, c'est des entreprises qui délocalisent l'emploi. C'est des entreprises qui localisent des sièges sociaux en Asie ou aux États-Unis pour pouvoir justement d'ailleurs échapper aussi aux 75% pour leurs cadres dirigeants. Donc aujourd'hui, on est dans une situation... Est-ce que je me on souviens... va détruire de l'emploi. Donc c'est un cri d'alerte que vous poussez, on sûr. l'entend. Je me souviens quand même que Nicolas Sarkozy avait proposé en mars 2012, pendant la campagne électorale, dans une émission sur une très grande chaîne, sur TF1, après Jean-Luc Mélenchon, il avait quasiment repris la proposition de Jean-Luc Mélenchon, sur les exilés fiscaux, où il disait il faudra obliger ceux qui partent à payer la différence en France de leurs impôts français et des impôts qu'ils payent à l'étranger. Et il y avait, d'une certaine façon, une sanction implicite qui était quasiment la déchéance de nationalité, qui n'était pas exprimée comme ça, mais qui était un peu, ce seront des mauvais Français et il faudra qu'ils payent la différence. Donc c'était déjà une question. C'était déjà un grand souci. C'était déjà une question. C'est donc pas lié seulement à... Non, mais le sujet aujourd'hui, c'est que le gouvernement a fait un choix qui est un choix du suicide fiscal. On ne survivra pas à 5 ans de hausse d'impôts s'il n'y a pas une politique responsable qui consiste à diminuer les dépenses de fonctionnement, à ne pas baisser les dépenses d'investissement, contrairement à ce qui est en train de se faire, et à ramener le pays, j'allais dire, dans un ratio de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale qui soit un ratio raisonnable. Si on ne fait pas cette politique, on ne survivra pas 5 ans. Nos emplois ne survivront pas 5 ans. Et moi, je vous le dis, si on ne crée pas d'emplois, on ne créera pas de richesse, on n'aura pas de recettes fiscales, on ne réduira pas les déficits. C'est un cercle vicieux dans lequel le gouvernement nous entraîne. 2 questions très précises et concrètes et rapides. Le contrat de génération, c'est une bonne solution pour lutter contre le chômage ? Mais on va voir, on va lancer la discussion sur ce contrat. Nous, on est pour, évidemment, favoriser l'emploi des jeunes, mais pas pour créer une usine à gaz. Moi, je suis désespérée de voir on a abandonné la baisse des charges. On est en train de créer une nouvelle usine à gaz dont on ne sait pas comment elle va fonctionner. Non, je ne suis pas contre par principe. Nous avons décidé que nous rentrions dans ce débat parlementaire de manière très ouverte, avec un esprit très ouvert. Mais le problème, vous voyez bien, c'est que faire des usines à gaz qui s'empilent, c'est pas comme ça qu'on suscitera l'esprit d'entreprise et c'est pas comme ça qu'on créera de l'emploi. Autre question, Najat Vallaud-Belkacem a évoqué la procréation médicalement assistée dans le projet de loi sur le mariage pour tous, en disant que le gouvernement ne s'opposera pas à un amendement du groupe socialiste qui prônera la procréation médicalement assistée. Comment réagirez-vous ? Comment réagissez-vous ? Tout simplement en disant que depuis des mois, je dénonce la duplicité et la dissimulation du gouvernement sur cette question du mariage pour tous. Le gouvernement nous a refusé un débat national. Il a refusé une commission spéciale au Parlement pour qu'on puisse débattre des conséquences du mariage homosexuel. Les conséquences sur le reste des autres lois, sur la filiation, sur la procréation médicalement assistée, sur les mères porteuses. Il nous a refusé ce débat en nous disant « mais ne vous inquiétez pas, il ne va rien se passer. Ce sera seulement l'adoption. Ne vous inquiétez pas, on n'ira pas plus loin. » Et aujourd'hui, Madame Belkacem nous explique que pas du tout, le gouvernement ne s'opposera pas à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Et on sait bien que petit à petit, on ira aussi vers une réclamation de demande de mères porteuses pour les couples d'hommes. Parce que pourquoi différencier les couples de femmes et les couples d'hommes ? C'est vraiment pas du tout mais c'est incohérent alors. C'est totalement incohérent puisque l'idée c'est l'égalité des droits. Si l'égalité c'est les mêmes droits pour tous, alors les couples de femmes doivent avoir les mêmes droits que les couples d'hommes. Sinon, il n'y a pas d'égalité des droits. Donc je dis, on n'a pas assez débattu de ce sujet. On n'a pas pris le temps du débat et voilà ce qui pollue aujourd'hui ce texte de loi. Je vous trouve assez en forme alors qu'on a eu l'impression qu'après cette guerre violente, alors qui n'est pas finie, mais qui a l'air de s'enliser entre Jean-François Copé et François Fillon, vous aviez eu peut-être aussi un moment vous êtes un peu retiré de la scène. Vous avez senti que c'était trop dur, que c'était... Non, mais vous savez, moi j'ai pensé beaucoup à tous les militants qui nous regardaient, à tous les électeurs de droite qui nous regardaient. Et je me suis dit... Est-ce que c'est ça qu'ils ont envie de voir ? Est-ce qu'ils ont envie de voir leurs élus s'opposer entre eux à droite ? Eh bien non, ils n'avaient pas envie de voir ça. Ils ont envie d'unité, ils ont envie de sérénité, ils ont envie qu'on se retrouve, ils ont envie d'une solution démocratique à un problème démocratique, ils ont envie d'une nouvelle élection. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment très vite se mettre autour de la table et sortir par le haut de cette situation qui objectivement donne une mauvaise image de l'UMP et qui navre
je le dis, qui navre les électeurs de la droite. François Fillon aussi, il a une mauvaise image. Hein. Il a perdu 13 points dans IFOP Paris Match. Jean-François Copé, il en a perdu 20. Enfin, c'est pas une consolation. Est-ce qu'il n'a pas perdu aussi son image d'homme d'État au-dessus de la mêlée lorsqu'il s'engage dans ce combat? Mais le sujet aujourd'hui n'est plus un sujet de personne. Le sujet, il ne sera pas candidat, le sujet, c'est comment on refait l'unité de notre famille politique, comment on repart au combat. Vous voulez plus que François Fillon soit président? J'ai pas du tout dit ça, j'ai dit que c'est à lui d'en décider. Mais le sujet, pour moi, il dépasse le sujet des hommes. Aujourd'hui, c'est la question de l'UMP, force de proposition, de l'UMP famille politique, de la ligne politique de l'UMP. Vous n'êtes plus dans le même combat? Si, je suis dans le combat de la sortie de crise. Je suis dans le combat de l'unité. Je suis dans le combat de ramener la sérénité. Et ça passe par un nouveau vote. Il y a des voix multiples et diverses, bien au-delà, j'allais dire, des anciens partisans de François Fillon, bien au-delà de on a l'impression que ça a changé, les camps ont changé. Enfin, je ne dis pas que vous ayez changé de camp, c'est pas ça, mais on a l'impression que c'est une autre phase de cette guerre. Vous n'êtes plus dans la même action, vous n'êtes plus camp contre camp, Fillon contre Copé, c'est autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui vous a déçu? Il y a quelque chose de la part de François Fillon? Non, mais moi je suis avec François Fillon au RUMP, au rassemblement UMP, dans un groupe qui attend un revote et qui se dissoudra dès lors qu'il y aura eu un revote. Parce que à crise démocratique, il faut une solution démocratique. Mais ce que je remarque, c'est qu'au-delà de ce rassemblement UMP qui est appelé au revote, il y a aujourd'hui des voix très diverses dans la majorité des parlementaires, des sympathisants, des militants, qui disent: trouvons cette solution démocratique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Bernard Accoyer a proposé une solution qui était celle de ce qu'on appelait les non-alignés, qui est de dire revotons, mais pas tout de suite. Revotons en juin et ouvrons les candidatures, qu'il puisse y avoir à nouveau plusieurs candidats, qu'on allège les obligations de parrainage. Mais on n'a pas très bien compris François Fillon qui dit sur Europe 1 hier je ne serai pas candidat, enfin qui laisse entendre qu'il ne sera pas candidat la prochaine fois. Donc c'est plus la même bataille, c'est pas très clair comme stratégie. Moi, je crois que c'est très clair, au contraire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en panne de stratégie? Est-ce que Jean-François Copé, qui peut-être joue le pourrissement, mais en tout cas qui tient bon, finalement, il ne fait pas que la stratégie devient un peu plus floue, les équipes se dissolvent un peu? C'est tout le contraire, Madame El-Krief. Il y a une convergence extrêmement forte de voix qui viennent de tous les horizons pour dire on a une solution. Et on a une solution qui peut marcher avant Noël. C'est d'accepter un revote en juin avec des candidatures ouvertes. Et cette solution, ça n'est pas une solution d'égo, ça n'est pas une solution de l'un contre l'autre, c'est une solution d'intérêt général pour refaire l'unité de la famille. Est-ce que vous me confirmez que François Fillon ne sera pas candidat s'il y avait un revote décidé pour avant Noël, pour le mois de mars ou le mois d'avril? Est-ce qu'il sera ou non candidat? Mais ça, c'est à lui de le dire, Madame El-Krief. Votre souhait? Mon souhait, c'est aujourd'hui de sortir par le haut, de revoter avant juin 2013 et de revoter tous ensemble pour que l'UMP sorte par le haut. On a un problème démocratique. On a mal organisé ces élections. Ces élections se sont mal déroulées. On ne peut en sortir qu'avec des élections qui se déroulent bien, qui se déroulent dans la transparence, qui se déroulent dans un vrai esprit démocratique. Donc recommençons, mais recommençons avec des nouvelles règles du jeu, beaucoup plus transparentes, beaucoup mieux contrôlées. Comment vous comprenez la stratégie de Jean-François Copé aujourd'hui? Mais moi, je lui demande de revoir sa position. Parce qu'aujourd'hui, les parlementaires, quand ils viennent lui parler d'un nouveau vote, ces parlementaires, ils sont dans leur circonscription, ils écoutent leurs électeurs, ils sont à l'écoute du terrain. Aujourd'hui, nous devons être à l'écoute de ceux qui ont voté pour la droite et qui nous demandent désespérément de régler cette situation avant Noël. Votre ami Alex Ciotti a dit qu'il se bunkérisait. C'est votre avis? On ne peut pas balayer d'un revers de main une demande qui serait une demande très majoritaire des parlementaires. Parce que les parlementaires, ce sont non seulement des militants, mais ils sont aussi détenteurs, j'allais dire, d'une légitimité du suffrage universel qui est très forte. Lui, il dit moi, je suis le candidat des militants contre les barons. Vous vous souvenez de cette phrase? D'une certaine façon, les parlementaires, c'est aussi les barons. Les parlementaires, ils représentent une petite partie de France. Et ils sont toutes les semaines dans cette petite partie de France et ils écoutent ce que disent les électeurs de la droite. Et donc, en cela, ils sont plus représentatif que n'importe lequel. Qu'est-ce qui se passe s'il refuse et s'il n'y a pas de vote et si ça ne se fait pas dans votre calendrier? C'est le statu quo, il y a un groupe RUMP, un groupe UMP et on est parti pour longtemps. Moi, je ne souhaite pas le pourrissement. La stratégie du pourrissement, c'est la moins bonne. Nous devons être unis, nous devons être rassemblés pour préparer les municipales et ça commence dès janvier prochain. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'être venue sur le plateau de BFM TV. Restez avec nous.